aging doesn't have to be acceptable. In my world, aging is a medical condition that's very common and it's increasingly treatable. We can quite literally, in my lab, reverse the age of cells and of very complex organs and tissues, including the eye, the most complex, and the brain. We can reverse aging by 75% in 6 weeks. David Sinclair, professeur à Harvard et chercheur dans le domaine du rajeunissement cellulaire, a fait cette annonce le 28 janvier 2026. Il promet de rajeunir les cellules jusqu'à récupérer 75% des fonctions perdues pour certains tissus spécifiques comme le nerf optique. Concrètement, les travaux de ces équipes portent sur le rajeunissement cellulaire en rétablissant les méthylations de l'ADN via les facteurs de Yamanaka, qui ont également des effets en cascade positifs, même si seulement partiels, sur tous les autres mécanismes cellulaires comme le vieillissement des mitochondries et le raccourcissement des télomères. Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que dans le débat scientifique, on essaie de voir dans quelle mesure ce type de traitement n'augmente pas également les cancers. Pas si simple donc. Potentiellement, c'est quand même pas mal, mais on reste loin d'un rajeunissement d'un animal dans son ensemble. De plus, concernant ces fameux 75%, il ne s'agit pas d'un rajeunissement de 75%, mais de la récupération de 75% des fonctions de la cellule. Cette subtilité illustre que tous les facteurs ne sont pas maîtrisés car c'est très compliqué. Les 25% de performance perdus restants concernent la dégradation de l'ADN, l'accumulation des déchets dans les cellules liées à une dégradation des fonctions de nettoyage, l'autophagie, etc., etc. Donc ces recherches ne règlent pas tous les problèmes au niveau cellulaire, loin s'en faut. Et quand bien même on aboutirait à une récupération spectaculaire des fonctions cellulaires, rappelons que la cellule n'est qu'une partie du problème dans le vaste sujet du vieillissement. Comme le dirait quelqu'un avec qui je discute sur ces sujets, je ne suis pas prêt de fêter une deuxième fois mes 25 ans. Enfin, après quelques recherches simples, vous verrez que la crédibilité scientifique de David Sinclair n'est quand même pas au top, car il a tendance à survendre des hypothèses comme des résultats, ou pire, vendre des traitements dont les performances sont plutôt spéculatives. Alors oui, la base scientifique de ces avancées est incontestable. Shinya Yamanaka, à la base du processus du rajeunissement cellulaire, a obtenu le prix Nobel pour cela et d'autres labos comme Altos Labs sont dans la course. Il est donc intéressant de s'éloigner de M. Sinclair pour aller voir ce que font les autres chercheurs avec une plus haute crédibilité scientifique. Afin d'aborder le sujet proprement, avant de savoir si on va arriver à rajeunir un organisme ou pas, il faut se poser la question de la mesure des résultats. Nous avons parlé jusqu'ici du rajeunissement cellulaire par le rétablissement de la méthylation de l'ADN. Bon, dit plus simplement, les fonctions de lecture de votre ADN par vos cellules sont altérées par une sous-méthylation ou une surméthylation de l'ADN. Eh bien, le premier moyen que l'on aborde pour mesurer le vieillissement, c'est ce que l'on appelle les horloges épigénétiques qui mesurent les niveaux de méthylation. On peut donc citer Steve Horvath qui a été l'un des premiers à créer ce type d'horloge épigénétique. C'est une avancée importante car on maîtrise désormais la mesure de l'un des paramètres du vieillissement. Mais il reste encore au moins 3 mesures à obtenir pour mesurer l'âge d'un corps humain. Pour faire simple, nos cellules ne flottent pas dans le vide. Elles baignent dans une structure appelée la matrice extracellulaire. Imaginez un filet complexe composé majoritairement d'eau, de sel et de sucre, mais dont l'armature est faite de protéines qui ne sont pas des cellules. On y trouve notamment l'élastine, elle donne l'élasticité à votre peau, mais permet surtout à vos organes vitaux comme le cœur, les poumons ou les artères de se déformer et de reprendre leur forme des milliers de fois par jour. On trouve aussi le collagène, c'est la protéine de structure, c'est elle qui assure la solidité et la cohésion de vos organes, c'est quand même pas un détail. Ensuite, les glycoprotéines, elles servent de colle biologique et jouent un rôle crucial, par exemple dans la cicatrisation. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette matrice s'encrasse et se rigidifie, notamment à cause du sucre que nous consommons. Ce phénomène s'appelle la glycation. Bref, tout cela pour vous dire qu'en admettant que l'on sache parfaitement rajeunir les cellules, ce qui n'est pas le cas, si on ne s'occupe pas de réparer cette matrice, cela ne vous empêchera pas d'avoir des artères rigides et donc des infarctus ou une peau ridée. Rajeunir les cellules ne sert donc à rien si la structure qui les porte part à volo. Et concernant la matrice extracellulaire, il se trouve que c'est pas gagné. Il semble aujourd'hui
plus simple de rajeunir les cellules que la matrice, car il faut traiter des structures physiques inertes, pour le dire rapidement, alors que les cellules sont des entités vivantes. L'avantage du vivant, c'est sa dynamique permanente. Quand on apporte un stimulus comme des facteurs de Yamanaka, on obtient une réponse globale de la cellule qui se réorganise d'elle-même. Mais dans le cas de la matrice extracellulaire, ces composants, collagène, élastine et j'en passe, ne possèdent pas d'ADN que l'on pourrait reprogrammer. Ce sont des fibres plutôt inertes pour le dire vite. Pour les rajeunir, il faut donc des petites mains biologiques comme des enzymes qui vont aller faire le ménage physiquement sur la structure. Un peu comme si l'on devait poncer une table ou décaper un sol encrassé et tout nettoyer derrière. Et jusqu'ici, nous devions chercher ces enzymes, ces outils dans la nature. Or, aujourd'hui, avec la biologie générative, nous pouvons concevoir des protéines et des enzymes directement par simulation informatique, avant même de les fabriquer en laboratoire. Et ça, c'est nouveau. Des modèles comme protéines MPNN ou RF diffusion permettent de générer des séquences et des structures adaptées à des fonctions précises, ouvrant la porte à des enzymes artificielles conçues pour accomplir une tâche biochimique spécifique plutôt que de simplement dériver du vivant. Dans le cas des pontages de glycation comme le glucosépane, la recherche explore justement la possibilité de créer des enzymes capables de cibler ces liaisons qui se forment particulièrement difficiles à rompre. Ce n'est pas encore une solution clinique, mais le paradigme a changé. On ne se contente plus de chercher l'outil, on commence à le concevoir. Alors en termes de mesure du vieillissement, nous n'y sommes pas encore tout à fait. S'il existe des technologies pour effectuer des analyses sanguines ou superficielles sur la peau, mesurer précisément l'état de la matrice au cœur des organes profonds reste un défi complexe, sans solution simple d'application à ce jour. Cependant, plusieurs pistes technologiques prometteuses émergent. Par exemple, briser les pontages de glucosépane. Ce sont des sucres qui viennent littéralement souder vos fibres de collagène entre elles, rigidifiant vos tissus. Et c'est un problème majeur car jusqu'à très récemment, nous n'avions aucune idée de la manière de casser ces verrous sans abîmer le collagène lui-même. Et voilà, la science progresse enfin sur des enzymes capables de jouer ce rôle de casseur de précision. Parlons aussi de l'électroécriture, MEW. Il s'agit d'une technologie d'impression 3D microscopique. Elle permet de fabriquer des structures de remplacement, des échafaudages extrêmement fins pour guider le développement de nouvelles cellules saines et reconstruire un tissu endommagé de façon ordonnée. Enfin, dernier exemple, l'élimination des cellules zombies. On cherche des molécules, les sénolytiques, capables de cibler ces cellules qui ne fonctionnent plus correctement, mais qui polluent leur environnement en sécrétant des substances inflammatoires dégradant la matrice alentour. Fascinant, n'est-ce pas? Et quel est le point commun de toutes ces technologies? Je vous le donne en mille, l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de l'IA de Google AlphaFold par exemple, qui a permis en 2018-2020 de résoudre le problème du repliement des protéines, faisant gagner des décennies de recherche. Cela peut paraître obscur, mais cette avancée a été un véritable séisme pour la communauté scientifique. Depuis, on assiste à l'émergence de véritables modèles fondamentaux IA biologiques, spécialisés et entraînés sur des milliards de séquences génétiques et protéiques. Ces modèles ne se contentent plus de prédire la forme d'une protéine. Ils peuvent estimer l'impact d'une mutation, analyser des réponses transcriptionnelles complexes et modéliser des effets biologiques à l'échelle cellulaire. Nous ne simulons pas encore un organisme entier, mais nous commençons à modéliser des dynamiques biologiques qui, jusqu'ici, restaient invisibles et surtout inaccessibles aux capacités de traitement de l'information humain et informatique. Or, aujourd'hui, l'IA continue sur cette lancée. Elle ne se contente plus d'analyser des données, elle conçoit des solutions. Elle permet de simuler des protéines, de nettoyages inédits ou de trouver des combinaisons thérapeutiques parmi des milliards de possibilités, là où l'esprit humain serait submergé par le nombre de paramètres. Et là, pour la peine, il y a quelque chose de fascinant. Jusqu'à l'arrivée de l'IA, le développement d'Internet, de l'informatique et du nombre d'ingénieurs et de chercheurs ont fait exploser le nombre de publications scientifiques. Le problème, c'est qu'il devenait impossible d'être au courant de tout ce qui se faisait dans son domaine, car il y avait une sorte de bouchon de connaissances, que les historiens des sciences appellent aussi le fardeau de la connaissance. Or, ce bouchon ou ce fardeau entraîne avec lui une lenteur des découvertes scientifiques réellement utiles et opérationnelles, car on n'avait tout simplement pas la capacité de traitement pour gérer toutes ces informations nouvelles.
On faisait donc face à une certaine lenteur entre le potentiel de découverte enfui dans un grand nombre de connaissances non exploitées et la mise en œuvre grand public de traitements opérationnels. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, prenons un exemple. Des chercheurs ont développé un système appelé Clock-Based Agent. Son objectif n'était pas de découvrir une nouvelle molécule miracle, mais de relire intelligemment des décennies de données biologiques déjà publiées. L'IA a analysé plus de 2 millions d'échantillons issus d'expériences passées et appliqué différentes horloges épigénétiques pour estimer leur âge biologique. Résultat, elle a identifié des milliers de cas où certaines interventions semblaient modifier significativement l'âge biologique chez la souris. Rien n'est magique, rien n'est encore une thérapie validée chez l'humain, mais ce qui est spectaculaire, c'est la méthode. En quelques semaines, l'IA a exploré ce qu'aucune équipe humaine n'aurait eu les moyens de synthétiser en plusieurs années. La preuve en est qu'avec l'IA, on assiste à un moment où ce bouchon est en train de se résorber. Non seulement les capacités de l'IA pour traiter un grand nombre d'informations de façon pertinente s'améliorent, mais en plus, les modèles IA commencent à produire des solutions à des problèmes identifiés. L'IA est en train de transformer des sciences dites expérimentales, à savoir que l'on est obligé de faire des hypothèses que l'on teste en réalité pour les valider ou les invalider, en sciences prédictives, où c'est l'IA qui se charge de modéliser la pertinence des hypothèses via des simulations en épargnant une grande quantité de tests intermédiaires. Cela réduit considérablement les coûts et les délais dans la recherche. C'est ce qui a vraiment surpris la communauté scientifique avec AlphaFold. Et cette évolution ouvre une autre perspective, celle du Digital Twin in Medicine, le jumeau numérique médical. Alors le concept existait déjà avant l'IA moderne. On modélisait par exemple le fonctionnement d'un cœur ou d'un organe spécifique pour mieux anticiper une chirurgie. Mais ces modèles restaient partiels, rigides et difficiles à personnaliser. Avec l'IA, on peut désormais envisager une modélisation beaucoup plus intégrative. Génome, épigénome, microbiote, marqueurs inflammatoires, interactions entre organes, et j'en passe. L'objectif n'est pas de remplacer la biologie réelle, mais de simuler d'abord les effets d'une intervention sur ce modèle numérique afin de réduire les essais empiriques et mieux cibler les traitements. La conséquence la plus enthousiasmante, c'est que la capacité de l'humanité à produire des avancées scientifiques repart fortement à la hausse au fur et à mesure que les IA deviennent de plus en plus performantes. C'est là toute l'origine des fantasmes de toute puissance technologique que l'on peut voir émerger dans le grand public. Et d'ailleurs, c'est pas forcément si illusoire que cela. Si l'IA poursuit ses progrès, il devient difficile de prévoir ce que sera l'état de la science dans seulement 5 ans. Bref, pour rajeunir un être humain, la science nous apprend qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un seul bouton ou d'avaler une pilule miracle, c'est un défi sur 4 fronts simultanés. Le rajeunissement des cellules, d'une part, réinitialiser leur logiciel interne, c'est la partie épigénétique pour qu'elles retrouvent leur vitalité, mais aussi restaurer l'ADN notamment et tous ses composants qui sont altérés par le temps, c'est la partie matérielle qu'il faut réparer. Ensuite, il faut s'occuper de la matrice extracorporelle qui structure l'ensemble des cellules du corps humain. Là, il s'agit de retirer les adhérences, de nettoyer les structures brisées et de les renouveler pour rendre aux organes leur souplesse. Ensuite, même si je n'en ai pas parlé, il reste 2 sujets majeurs. La restauration du microbiote et le rétablissement de l'homéostasie. D'un côté, le microbiote est l'usine chimique interne qui régule beaucoup de choses et dérape en producteur de poison pour l'organisme dans le sang avec le temps. C'est tout ce qui a à voir avec les bactéries qu'on a dans les intestins. De l'autre côté, rétablir l'homéostasie, à savoir les moyens de communication et de régulation fluide et sans bruit inflammatoire entre tous les organes. Ce bruit inflammatoire est le cauchemar de la médecine actuelle. Un organe ne vieillit jamais seul. Le défi pour l'IA n'est pas seulement d'analyser chaque front, mais de maîtriser la biologie multi-omique. C'est-à-dire comprendre comment une modification épigénétique dans le foie va résonner sur la matrice extracellulaire des artères et la signature inflammatoire du microbiote. Pour un humain, c'est une équation à des millions de variables. Pour une IA entraînée sur des graphes de connaissances biologiques, c'est une modélisation probabiliste de réseau, mais en tout cas quelque chose qui reste abordable. Donc le rajeunissement ne sera pas une pilule miracle, mais un ensemble de technologies multicouches qui interviennent de façon systémique sur de nombreuses dimensions du corps humain. Alors est-ce possible? Et combien de temps tout cela pourrait prendre avant qu'on ne vieillisse plus ou même qu'on rajeunisse? Eh bien, c'est ici que l'intelligence artificielle change la donne. Elle n'est pas simplement un outil de calcul, elle est le liant qui rend ces stratégies possibles.
D'un côté, l'IA agit comme un architecte moléculaire, elle conçoit les enzymes capables de nettoyer la matrice ou les molécules capables de cibler les cellules zombies. De l'autre côté, elle agit comme une tour de contrôle systémique. Elle analyse des milliards de données biologiques en temps réel pour ajuster les dosages. Elle est la seule capable de comprendre comment un changement dans votre microbiote va influencer la reprogrammation de vos cellules cardiaques. Grâce à l'IA, nous passons d'une médecine qui répare les pannes à une ingénierie de la maintenance préventive. En résorbant le fardeau de la connaissance, l'IA porte la promesse de transformer des décennies de recherche théorique en traitements opérationnels.